deuxième position, après le diabète, on a la plus grande fréquence des consultants, c'est la thyroïde. Donc, on va voir ensemble la sémiologie et la pathologie de la glande thyroïde. Donc, bien sûr, avant d'entamer une pathologie, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme physiologie, comme anatomie de cette thyroïde. Donc, comme vous voyez ici, la glande la plus visible en inspection, c'est la glande thyroïde parmi toutes les glandes en endocrino. Donc, c'est la thyroïde. La thyroïde, bien sûr, c'est une... Attendez, le laser. C'est une glande qui est située avant le cou, donc sous forme de papillon. C'est une glande unique, elle n'est pas bilatérale comme les autres. Donc, elle est à l'intérieur du cou. Elle est la forme de papillon. Quand vous regardez ici, il y a le lobe gauche, il y a le lobe droit, et séparé par un isthme, genre de pont, donc entre le lobe droit et le lobe gauche. Et comme vous voyez aussi, elle coiffe très très bien l'œsophage et la trachée. C'est-à-dire qu'elle est intimement collée à la trachée et à l'œsophage. Pour cette raison, à n'importe quelle pathologie endocrinienne, thyroïdienne, donc que ce soit nodule, que ce soit gros goitre volumineux, il va comprimer aussi bien la trachée que l'œsophage. Et du coup, quand on a comme symptomatologie, soit on a une dysphagie, soit une dyspnée, quand il y a une compression assez importante. Donc, cette thyroïde, elle est en rapport, donc à trachée et l'œsophage, et si on tourne, c'est-à-dire dans la partie postérieure de cette thyroïde, on a 4 glandes, ce qu'on appelle les parathyroïdes. Et ainsi, donc, comme vous voyez, c'est la plus grande glande en endocrinologie. Pourquoi? Elle pèse 30 grammes, plus de 30 grammes, le lobe gauche et le lobe droit. Et quand vous voyez l'épaisseur, la longueur et la largeur, donc elle fait 2 cm de largeur, 4 cm de longueur et 2 cm de profondeur. Quand vous lisez des échographies thyroïdiennes, vous voyez que le volume thyroïdien est 2. Et quand on dépasse un certain volume, on dit qu'il y a un goitre. Donc, quand vous voyez dans l'échographie, et le volume, il est calculé sur le plan mathématique. Donc, la surface, elle est calculée longueur multipliée par la largeur, et pour le volume, on va multiplier par la profondeur pour avoir le volume. Donc, et du coup, donc c'est la plus grande glande en endocrinologie. Sur le plan vascularisation, c'est une glande qui est hyper vascularisée. D'ailleurs, les chirurgiens, pas tous les chirurgiens sont des experts de la thyroïde. Vu la circulation, vu la vascularisation qui est importante au niveau du cou. C'est pour ça la crainte d'avoir des atteintes vasculaires, des atteintes neurologiques, parce que le nerf, regardez le jaune ici, c'est le nerf récurrent. Ce nerf récurrent, s'il y a un moindre geste dans la chirurgie, on va toucher à la voix vocale et le malade ne peut plus parler par la suite. C'est pour ça, pour faire réussir une intervention chirurgicale, il faut éviter les blessures au niveau des nerfs récurrents pour ne pas avoir une anomalie dans la voix, et les parathyroïdes, on les laisse tranquilles quand on opère la thyroïde. Sinon, on va avoir comme complication post-opératoire une hypoparathyroïdie, sinon une atteinte récurrentielle. Et pour que le chirurgien réussisse son intervention de la chirurgie thyroïdienne, donc il faut que le malade parle tout de suite après la chirurgie, après le réveil, et il évite les crises de tétanie, ça veut dire qu'il n'a pas touché au parathyroïde. Donc, regardez donc la carotide primitive qui va énerver la thyroïde et surtout les veines jugulaires internes. Donc, elle est hypervascularisée. Quelques rappels de la physiologie thyroïdienne. Donc, comme vous voyez, quand on fait une coupe de la cellule thyroïdienne, donc c'est là on va voir ce qu'on vous voyez ici, une cellule là, une cellule là, une cellule là. Donc, pas mal de cellules. Ces cellules-là, appelées vésicules ou follicules ou thériocytes. Thériocyte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une cellule thyroïdienne. Une cellule thyroïdienne. Et cette cellule-là,
Regardez le noyau qui est en blanc et la cellule, elle est là. Donc, on appelle les thyroïcytes. Donc, tout ce qui on a un nombre important de follicules ou thyroïcytes par rapport à ces cellules-là qui sont en bleu. Et que, donc, la thyroïcyte, elle sécrète des hormones, ce qu'on appelle la T3 et la T4. La T4, c'est la majeure partie. La T3, c'est 20%, c'est tout. Et donc, c'est ces thyroïcytes qui sécrètent les hormones thyroïdiennes pures. Tandis que ces cellules-là, appelées cellules C, les cellules bleues, donc sont dispatchées à tort et à travers, donc entre les follicules. C'est pour ça qu'elles sont appelées parafolliculaires. Donc, c'est shibh. Docteur, Oui. la présentation est bloquée. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai cru Comme ça, que l'animation est donc on doit faire qui m'a donné à la fois passée ou une animation ne marche pas. bizarre. Comme ça, même comme ça, il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Non plus. Je crois que les entraînements sans animation qui m'a donné à la fois passée parce que en fait, Comme ça, normalement le problème non plus. Non, comment on va faire? Je ne sais pas. Non plus? Non plus. Donc, Attendez. Quand vous voyez, il faut me dire. Hein. oui. Elle a changé? Non. Pas du tout. Donc, je vais faire, mais je pense. Ils ont touché. Je vais arrêter la présentation et refaire. D'accord. Thyroïcytes qui sécrètent la T3, la T4, et on a les cellules C qui sécrètent la calcitonine. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour cette raison, quand on a un cancer qui va naître au niveau des follicules, on appelle les épithéliomas. Ça veut dire les cancers différenciés de la thyroïde. Tandis que quand on a des cancers qui naissent au niveau des cellules parafolliculaires, et c'est des cellules qui sécrètent de la calcitonine et pas les hormones thyroïdiennes, donc c'est les cancers médulaires. Donc, ce n'est pas pareil. Les cancers au niveau des parafolliculaires, c'est les cancers médulaires, et le cancer qui naît au niveau des follicules, c'est appelé épithélioma thyroïdien différencié. Donc, la physiologie de la thyroïde, parce que dans l'endocrino, on a le contrôle du système endocrinien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est l'axe hypothalamo-hypophyso et tissu cible. Tout ce qui est lié à l'endocrino, donc sur le primo movens, le chef d'orchestre sécrit, c'est l'hypothalamus. Cet hypothalamus, il sécrète, donc ça dépend des axes, puisque notre cours, il relève de la thyroïde, on va voir uniquement l'axe stéréotrope. Qui dit l'axe stéréotrope? On a 5 autres axes, comme l'axe somatotrope qui sécrète de l'hormone de croissance, il est responsable de la croissance, et s'il est en excès, il est responsable de la chromégalie. On a l'axe corticotrope, ça veut dire les surrénales, qui sont responsables de le Cushing. On a l'axe gonadotrope, donc c'est la stérilité et la fertilité, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans notre cours, c'est l'axe stériotrope. L'axe stériotrope, c'est l'hypothalamus qui va sécréter l'ATRH. L'ATRH, elle va stimuler l'hypophyse pour sécréter de la TSH. Et cette TSH-là, elle a uniquement des récepteurs au niveau de la thyroïde. C'est-à-dire la TSH, elle est fonctionnelle uniquement au niveau de la thyroïde pour qu'elle stimule cette glande et pour qu'elle sécrète
au niveau du sang, la T3 et la T4 qui vont être conjuguées au niveau du foie pour mettre dans la circulation. Voilà, schématiquement, c'est ça. Donc, on a les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ça dépend, c'est le stress, les médiateurs, les hormones. Donc, ils vont stimuler cet hypothalamus. Cet hypothalamus, quand il est stimulé, il va sécréter de la TRH. Automatiquement, la TRH, elle va agir sur l'hypophyse antérieure parce qu'on a deux hypophyses. On a l'hypophyse postérieure et l'hypophyse antérieure. Donc, ce qui intéresse la TRH, c'est uniquement l'hypophyse antérieure, là où il y a des cellules à TRH et l'hypophyse à son tour, elle va stimuler la thyroïde pour qu'elle sécrète la T3, la T4. On a fait en gras et en gros la T4 parce que c'est la fraction la plus importante comme taux et comme structure. Et la FT3, elle représente uniquement 20%. Donc, ces hormones-là, ils ont des actions cibles. Donc, on va voir par la suite. N'oubliez pas qu'il y a un feedback. Feedback au niveau de l'hypophyse et un feedback au niveau de l'hypothalamus. Qu'est-ce que ça veut dire le feedback? Le feedback, ça veut dire quand la glande thyroïde, elle est en insuffisance et la FT3, la FT4, elles sont en diminution, elle va provoquer une inhibition. C'est-à-dire, elle va dire au cerveau comme quoi, donc je suis en manque, il faut une surstimulation. Donc, et du coup, au lieu, donc, à côté de cette diminution des fractions libres, on aura une augmentation de la TSH et une augmentation de la TRH. Et vice-versa. Quand la thyroïde, elle est hyper fonctionnelle, ça veut dire la T3 et la T4, elle est en excès et l'organisme, il est en surtoxicité de ces hormones, elle va dire au cerveau comme quoi, donc je suis émergé des hormones, donc il faut bloquer la stimulation hypothalamo-hypophysaire et on aura une inhibition. Donc, c'est ça le feedback. Donc, puisqu'on a dit comme quoi on a une action au niveau des tissus cibles, regardez là. Donc, la FT4, la FT3, elle agit au niveau des cellules cibles. Ces cellules cibles, on va voir lesquelles. Ces cellules cibles, regardez. Toutes ces cellules sont en relation avec les hormones thyroïdiennes. C'est pour cette raison, les hormones thyroïdiennes, le tableau clinique de la thyroïde, il est ubiquitaire. Pourquoi ubiquitaire? Parce qu'elle atteint toutes les cellules. Toutes les cellules de l'organisme sont atteintes donc de cet excès ou de ce déficit. Donc regardez, donc cet axe on l'a vu. Et une fois que la thyroïde sécrète la T4, la T4 c'est une hormone de réserve. Quand l'organisme il en aura besoin, cette T4 elle va s'en débarrasser d'un atome d'iode pour qu'il soit transféré en T3. C'est l'hormone la plus active. La T4, elle ne fait rien. Elle n'a pas de récepteur au niveau des cellules de l'organisme. C'est la FT3 qui agit comme fraction libre et réactive. Donc, regardez, elle agit au niveau du système nerveux central. Le système nerveux central, donc, elle va développer la myélisation donc, du système nerveux central. C'est pour cette raison. Quand on a une hypothyroïdie, surtout chez l'enfant, l'hypothyroïdie et on a un manque de cette FT3, on aura un crétinisme important, c'est-à-dire le développement du système nerveux central et les troubles, il va devenir crétin par la suite. C'est pour cette raison, donc, il faut opérer en urgence une hypothyroïdie donc, de l'enfant. Il va agir sur les systèmes nerveux sympathiques, donc avec une bêta-stimulation. Au niveau du muscle, la contraction surtout musculaire, donc les hormones thyroïdiennes, c'est pour contracter les muscles. Si on a un manque, on a une diminution de ces réflexes. Si on a un excès, on a une hyperréflexie. Au niveau du cœur, il va augmenter le débit de la fréquence cardiaque. Donc, c'est ça, donc il a une action sur le débit. S'il est augmenté, il va augmenter ce débit et cette fréquence. S'il est diminué, il va diminuer. On va voir dans les pathologies. Donc, du coup, de la physiologie, on peut facilement comprendre la physiopathologie. Donc, regardez, donc on a le système nerveux central, le système nerveux sympathique, le muscle, le cœur, le rein. Donc, elle va augmenter la filtration glomérulaire et le débit sanguin des reins. Au niveau de l'os, elle va accélérer la résorption osseuse et elle va échapper le calcium. Au niveau de la moelle osseuse, on a une stimulation de l'hématopoïèse. Donc, quand on a un excès des hormones thyroïdiennes,
on aura une accélération de la circulation sanguine. Au niveau du métabolisme, elle va perturber aussi bien le métabolisme glucidique par augmentation de l'énergie, elle va augmenter le métabolisme lipidique et elle va augmenter le métabolisme protéidique. Et non, n'oubliez pas, même la fonction sexuelle, elle est atteinte par l'anomalie de cette FT3. Et vous voyez, donc, toutes les organes et les cellules donc, sont atteintes par ces fractions libres. Et du coup, le tableau d'une thyroïde, que ce soit hypo ou hyper, donc il est polymorphe. On va voir dans les pathologies. Les pathologies thyroïdiennes, on a 2% d'adultes touchés par les pathologies endocriniennes les plus fréquentes. Donc, c'est parmi les pathologies endocriniennes la plus fréquente. Dans les pathologies, on a 4 pathologies. Mine de rien, la plus simple, c'est les goitres euthyroïdiens, c'est-à-dire les maladies viennent avec une hypertrophie de la glande thyroïde, c'est tout, sans aucun signe accompagnateur, sans aucun dérèglement de la fonction thyroïdienne, ce qu'on appelle un goitre simple, donc sans les hormones de synthèse, sans normaux. Et puis, les autres pathologies, on a un déficit en hormones, ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, soit un excès d'hormones, ça veut dire l'hyperthyroïdie. Donc, un excès, c'est une pathologie, un déficit, c'est une pathologie. Donc, si on est en déficit, on a la pathologie d'hypothyroïdie, l'excès de l'hyperthyroïdie, et parfois, le goitre, il n'est pas simple, mais à l'intérieur du goitre, on a une formation nodulaire, ce qu'on appelle le nodule isolé, généralement bénin. Parfois, ce nodule, il n'a pas de symptomatologie cancérologique, mais il y a des signes orientateurs vers la malignité. Donc, tout nodule, donc il faut qu'on doit le surveiller jusqu'au bout pour rechercher les signes donc, qui peut nous orienter vers la suspicion. L'examen d'un patient présentant une pathologie thyroïdienne dès le départ, quelle que soit la pathologie, aussi bien hypo, hyper, nodule, cancer, donc c'est la même démarche diagnostique. La première des choses, c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire, il nous oriente sur pas mal de choses. Il est très bénéfique, il peut nous orienter même vers le diagnostic définitif et ne fait que confirmer ce diagnostic qui est C'est un problème de connexion عند docteur Delha. Oui, justement. Oui, docteur. Alors, il y a un problème de connexion parce que vous étiez déconnecté.
Toute pathologie thyroïdienne, donc on est obligé de passer par un examen des patients présentés à une pathologie thyroïdienne. On est obligé de passer par l'interrogatoire. Pourquoi l'interrogatoire? À la recherche d'une origine géographique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas que vous avez déjà entendu ou pas. Donc, à la recherche des goitres endémiques. Qu'est-ce que ça veut dire, goitre endémique? Ça veut dire une atteinte sur une population donnée, plus de 10% de goitres dans la population. Et on a en contrepartie, quand il n'y a pas la carence iodée qui est très répandue au niveau d'une région, donc on aura un goitre sporadique. Sporadique, c'est-à-dire c'est l'apparition d'un goitre chez une population au hasard. Et on va demander encore dans l'interrogatoire obligatoirement la prise médicamenteuse contenant de l'iode. Parce qu'on a pas mal de médicaments que les gens prennent et malheureusement, ils ne savent pas comme quoi le produit il contient de l'iode et il peut retentir sur la fonction donc de la thyroïde et peut provoquer des pathologies. Aussi bien l'hypo que l'hyper. Par exemple, l'amiodarone, c'est un médicament anti-arythmique. Il est très utilisé en cardiologie. Il peut entraîner une hypothyroïdie comme il peut entraîner une hyperthyroïdie. On peut le trouver dans les étiologies de l'hyper comme on peut le trouver dans les étiologies de l'hyperthyroïdie dans l'hypothyroïdie. Donc, on est obligé de rechercher ce type de médicaments. Entre autres, on a d'autres médicaments comme surtout les sirops antitussifs, ils contiennent de l'iode. Et parfois, par effet de Wolff-Chaikoff, on aura des goitres. Les antécédents familiaux d'affection thyroïdienne, donc automatiquement, on demande est-ce que les parents, est-ce que l'entourage, est-ce que la fratrie, donc ils présentent les cousins, les tantes, est-ce qu'ils présentent une pathologie thyroïdienne parce qu'il y a une composante héréditaire. Rechercher des signes de dysthyroïdie, hypo-hyper dans les antécédents personnels, on demande au malade est-ce que d'une période ou autre, il a présenté des signes d'hyperthyroïdie. Pourquoi? Parce que la chronologie des dysthyroïdies, on peut diagnostiquer une thyroïdite qui est passée inaperçue. La recherche des signes compressifs. Donc, j'ai dit tout à l'heure dans l'anatomie, comme quoi la glande thyroïde, elle est intimement liée à l'œsophage et au trachée, elle peut nous donner une dysphonie, une dysphagie, une dyspnée. Donc, il faut les rechercher pour peser le pour et le contre d'une urgence thyroïdienne et quelle conduite à tenir on peut prévoir. L'examen clinique, il est simple. Si un adulte, on se pose derrière le malade, donc et le malade, il est assis sur une chaise, le dos bien aplati sur le dos de la chaise, et on examine avec les plantes de main. Donc, et on demande au malade de faire des mouvements, donc d'extension et de flexion pour rechercher les contours donc, de la thyroïde, parce que l'examen clinique est très bénéfique pour poser un diagnostic étiologique de la dysthyroïdie. L'examen clinique, c'est primordial et il est indispensable à la prescription et surtout pour orienter les examens paracliniques. L'inspection, donc lors de l'inspection, la glande thyroïde apparaît une discrète bombonnement cervical. Des fois, le fait que le malade rentre dans la salle de consultation, déjà, il est visible. Donc, pour stadifier le goitre, on a le goitre type 1, type 2, type 1A, 1B. Donc, et des fois, en examinant le malade, on peut classer notre goitre. La palpation, c'est un examen très bénéfique. Pourquoi? Parce que la palpation, elle peut nous donner donc sur la structure de la région cervicale et examiner le parenchyme. Est-ce qu'il est homogène? Est-ce qu'il est inhomogène? Est-ce qu'il est liquidien? Est-ce qu'il y a présence ou pas de goitre? Est-ce que la présence de la substance comme elle est dure, solide, liquide, donc la mobilité, l'induration, donc tout ça, il rentre dans. Si on a un nodule qui est dur, solide, plein d'adénopathie, donc on a plus de suspicion de malignité. On a un goitre homogène sans nodule, donc c'est un goitre simple. On a un nodule avec des tumefactions de partout, donc un goitre qui est hétérogène, on a devant une suspicion d'une thyroïdite. Donc déjà, la palpation, elle nous oriente vers le diagnostic. Et on a un autre paramètre d'examen, l'auscultation. On est obligé de poser le stéthoscope sur le goitre à la recherche du souffle. Le souffle, ce qu'on appelle le souffle thyroïdien, ce n'est pas le souffle circulatoire.
Donc, ce n'est pas d'origine cardiovasculaire, mais d'origine thyroïdienne. Et quand on a le souffle qui est bien visible au niveau de l'auscultation, donc on est plus à 100% pour la pathologie basovienne. Donc, c'est l'étiologie, c'est la maladie de dos qu'on a le souffle systolique et la palpation. On met notre main au niveau de la pain, donc on recherche les trilles, donc qui est en relation avec la maladie de Basedow. La biologie, elle est de même pour toutes les pathologies. C'est l'ensemble qu'on peut donner, le dosage aux malades de la TSH, des hormones thyroïdiens, la FT3 et la FT4, et les dosages des anticorps anti-TSI et anticorps anti-TPO et anti-thyroïdiens. Donc, mais cette manoplie, puisqu'on a un problème social, donc on est obligé, donc la demande de la TSH, c'est en premier lieu, c'est elle qui nous oriente vers la dysthyroïdie. Si l'examen clinique qui nous oriente vers une hyperthyroïdie, on prévoit la FT3. Si le tableau clinique qui nous oriente vers l'hypothyroïdie, on privilège la FT4. Pour les anticorps, quand on est devant une suspicion de la maladie de Basedow ou de la thyroïdite, on est obligé de donner le dosage des anticorps. Les examens radiologiques, donc les deux examens clés de la thyroïde, on a la scintigraphie thyroïdienne, mais la scintigraphie thyroïdienne, elle perd sa place pour certaines étiologies. Donc, ce n'est pas tout venant, tout malade qui présente une pathologie thyroïdienne, on demande la scintigraphie. Non. La scintigraphie, elle est demandée quand on a un malade qui a un problème de thyroïde, mais à côté en biologie, il a des signes d'hyperthyroïdie clinique et biologique. Et la scintigraphie, elle trouve sa place pour diagnostiquer étiologiquement laquelle des étiologies elle est en rapport de cette hyperthyroïdie. L'échographie thyroïdienne, c'est pour tout le monde. Quand on suspecte un goitre, que ce soit un goitre simple, un goitre nodulaire, un goitre hétérogène, donc on est obligé de demander l'écho. Donc l'échographie, elle a remplacé la scintigraphie, mais la scintigraphie, elle garde sa place uniquement dans l'hyperthyroïdie. Donc regardez donc, l'image schématisée donc, de la thyroïde. Donc cette image et cette image, c'est pareil. Donc uniquement, on a coloré donc, dans la littérature, on la voit comme ça. Donc, et regardez, donc c'est la trachée, l'œsophage, la trachée, et regardez ce qui est en rose, c'est la thyroïde. Regardez comment elle coiffe les deux tissus, le tissu du trachée et le tissu de l'œsophage. Donc, elle les coiffe. Regardez, elle est là, le lobe de droit, le lobe gauche, et elle est séparée par l'isthme. Donc, elle est hypervascularisée, la veine jugulaire interne, la carotide, donc elle est, et ces muscles, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Donc, regardez le paramètre de l'échographie, et c'est là, elle nous donne, regardez, c'est une échographie qui est tout à fait normale, il n'y a pas de nodule, il n'y a pas de changement de couleur, elle est homogène, donc c'est une thyroïde aussi normale. Regardez la gamma caméra, parce qu'il y a la scintigraphie et la gamma caméra. Donc, Hedi, c'est la gamma caméra, mais la scintigraphie, c'est une scintigraphie, c'est un appareil qui est ancien. Rarement, on n'a pas ces derniers temps les images scintigraphiques anciennes. Donc, elle donne pas la vraie image, mais c'est l'appareil qui va agrandir et voilà l'image. Donc, le papillon, il est là. L'hypervascularisation, il n'y a pas de nodule et il n'y a pas l'aspect irrégulier des contours. Donc, c'est ça l'aspect normal de la thyroïde. Donc, on va entamer tout de suite l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, c'est une pathologie qui peut être définie par l'excès de sécrétion thyroïdienne en hormones FT3, FT4, qui va être à l'origine de la toxicité de l'organisme par les hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle la thyrotoxicose. Qu'est-ce que ça veut dire, la thyrotoxicose? Ça veut dire toxicité de l'organisme par une hypersécrétion hormonale thyroïdienne, de la FT3 et la FT4. Comme signe clinique, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'amaigrissement. Bien sûr, là, on a dit dans la physiologie, donc les hormones thyroïdiennes, ils peuvent agir sur le métabolisme. Donc, et puis, on a une hyper-accélération du métabolisme, on a besoin de substrats énergétiques. Et le malade, il va brûler ces substrats énergétiques et il va continuer à être
avoir une perte de poids progressive. Et cette perte de poids, malheureusement, elle est associée à une polyphagie, ou du moins une conservation de l'appétit. C'est-à-dire le malade, il mange très bien, mais il continue à maigrir parce qu'il y a un hyperbolisme qui brûle les excès d'énergie. Rarement prise paradoxale du poids. La thermophobie, donc on a vu que les hormones thyroïdiennes, il augmente l'oxygène et il augmente la thermogénèse. Donc on aura par la suite une hypersidation avec les mains chaudes et moites. Le fait que le malade il rentre dans la consultation, on le salue main à main. Le fait de toucher sa main, il y a une moiteur et une hypersidation des mains avec une hypersidation corporelle. Donc malgré l'hiver, c'est pas l'été passe inaperçu parce que la chaleur et tout le monde transpire. Mais au niveau de l'hiver, le malade, il va être très très chaud. Il va avoir des mains et des extrémités, donc qui sont moites. Donc c'est typiquement hyperthyroïdien. Les troubles cardiovasculaires sont dominés dans le tableau clinique de l'hyperthyroïdie. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une tachycardie. Cette tachycardie, elle est régulière, sinusale, exagérée lors des efforts. C'est-à-dire même le malade, il se réveille la nuit, donc il va avoir des palpitations et une tachycardie qui est très importante. Et si ces tachycardies sont exagérées par des émotions, mais même au repos, elles persistent. Des fois, quand on a des émotions, quand on est énervé, on aura automatiquement des palpitations, mais c'est des palpitations qui passent après le repos. Et ces palpitations pathologiques d'origine thyroïdienne, ils persistent au repos, avec des palpitations même indisciplinées d'effort. L'augmentation de l'intensité des bruits, quand on met le stéthoscope au niveau du cœur, on a ce qu'on appelle l'érythmisme cardiovasculaire. Qu'est-ce que l'érythmisme cardiovasculaire? C'est des éclats. C'est des éclats de B1 et de B2. Donc, le cœur, il va être intensifié dans ses battements. Parfois, un souffle systolique éjectionnel. Donc, quand on a des souffles et le malade il a une hyperthyroïdie, il faut améliorer la thyroïde et la fonction thyroïdienne avant de dire qu'il y a un souffle cardiovasculaire. Quand on palpe le pouls qui s'est ample et bondissant, c'est-à-dire quand on fait donc c'est un pouls qui est bondissant, qui va être associé avec une tachycardie et parfois même la tension artérielle, que ce soit systolique ou diastolique, elle est très élevée et parfois les œdèmes des membres inférieurs. Il peut exister un trill, donc j'ai dit la fois passée, donc quand on fait la palpation et on met notre main bien plate au niveau du cou du malade, on va sentir un gargouillement au niveau de la plante des mains, comme le son de charme. C'est un gargouillement au niveau de la plante. Donc, c'est typique. Quand on met notre main au niveau du cou et on sent à la palpation ce trill, c'est pathognomonique de la maladie de Basedow. C'est typique. Le diagnostic avant d'entamer les autres examens biologiques. Les troubles neuropsychiques, parce que le trouble neuropsychique, la nervosité excessive, l'agitation psychomotrice, l'habilité de mémoire. Donc, des fois, quand le malade, il est dans une consultation, il est logorique, ça veut dire il parle beaucoup. On place rarement une phrase, donc il parle pour ne rien dire. Donc, c'est le trouble d'humour. Donc, il faut penser à une hyperthyroïdie. Quand le malade, il est hyper agité, il est anxieux, il est amaigri, avec des palpitations, c'est automatiquement, on n'a pas le droit à l'erreur et demander une TSH et une FT3. Tremblement fin régulier, ce qu'on appelle le manœuvre de serrement. Donc, on demande au malade de tendre ses mains en avant et on met une feuille au-dessus de ses mains. Si la feuille, elle tremble, donc on a des tremblements qui sont très importants. On avait dans notre consultation une malade qui est venue avec une TSH qui est très, très bloquée, avec des fractions qui sont très élevées, avec une palpitation qui est assez fréquente et des tremblements, pas uniquement les tremblements fins des extrémités, mais tremblements de tout le corps. Elle tremblait de partout parce qu'elle avait une thyrotoxicose qui est assez importante. D'ailleurs, une palpitation à 200 battements par des tachycardies à 200 battements par minute, on n'a pas
pu sauver le malade, malgré les cardiologues qui étaient présents. On a introduit la myocardine, mais impossible d'arrêter ce cœur qui est hyper vascularisé et hyper fonctionnel. Et par la suite, on a une asthénie générale. Quand je dis asthénie générale, ça veut dire c'est une asthénie psychique, morale, physique et sexuelle. Donc, il est fatigué de partout. Augmentation de la fréquence des selles, puisqu'il y a un hypermétabolisme, même le transit, il est accéléré. Qu'est-ce que ça veut dire, le transit, il est accéléré? Si le malade, il a un transit normal, il va avoir des diarrhées. Et quand on a des diarrhées qui sont récidivantes, il faut penser, est-ce que c'est une diarrhée motrice ou des diarrhées dues à l'hyperthyroïdie? Et parfois, on a l'amélioration d'une constipation. Le malade, il dit comme quoi il était constipé avec des traitements pas mal, il est rebelle à toute thérapeutique, mais actuellement, il y a une normalisation du transit, donc il faut penser à une accélération du transit. L'amyotrophie, prédominant aux racines, parce que donc, j'ai dit tout à l'heure dans la physiologie, il y a une aréflexie ostéotendineuse, donc elle prédomine aux racines avec une diminution de la force musculaire. Donc, quand on demande des signes de tabouret, c'est quoi? On demande de malade de s'accroupir donc sans aide des mains, il ne peut pas se lever sans aide des mains. Donc, impossible de se lever par terre, donc sans aider par d'autres personnes, ce qu'on appelle les signes de tabouret. La polydepsie, puisqu'il y a un hypermétabolisme et il y a une surconsommation de substrat énergétique. Le malade, il gaspille beaucoup d'énergie. Il a soif, donc automatiquement, il va boire. Donc, quand il va boire beaucoup d'eau, automatiquement, elle va être associée à une polyurie. Donc, on va avoir un syndrome polyuropolydepsique qui rentre dans le cadre du tableau de la thyrotoxicose. Mais, parfois, on a un diabète qui est associé. Le diabète, pourquoi il est associé? Donc, j'ai dit dans la physiopathologie, comme les hormones thyroïdiennes, ils ont une action sur le métabolisme glucidique. Ils vont augmenter le métabolisme glucidique. Et tant que le pancréas, il peut agir, il peut confronter cet hypermétabolisme, il n'y a pas de diabète. Si il est défaillant au long cours, donc il va faire un diabète associé. Et si on traite l'étiologie, il va être traité. Donc, il faut faire très attention. La rétraction de la paupière supérieure, parce qu'on a des signes ophtalmologiques typiques de la maladie de Basedow, entre autres l'exophthalmie et la leptose et les aryflexies. Mais la rétraction de la paupière supérieure, elle fait partie du tableau de thyrotoxicose. Elle est découverte. C'est quoi la rétraction de la paupière supérieure? Donc, quand vous regardez entre vous, donc normalement, l'aspect bleu, il n'est pas visible dans la partie supérieure de l'œil. Donc, il est couvert par le palpébral. Mais quand il y a une rétraction, c'est-à-dire la paupière, elle est surélevée un petit peu, et l'iris, il est saillant, donc on peut dire qu'il existe une rétraction de la paupière supérieure qui rentre dans le cadre de la thyrotoxicose. Donc, il existe une innervation sympathique, parce que j'ai dit comme quoi il y a une atteinte des nerfs sympathiques par l'intermédiaire des hormones thyroïdiennes. En fait, surtout rencontrée en cas de maladie de Basedow, la rétraction palpébrale, elle est très, très fréquente dans la maladie de Basedow parce que, et surtout, si elle n'est pas traitée, l'hyperthyroïdie et la maladie de Basedow, on peut avoir une exophthalmie. Et cette exophthalmie, c'est quoi? C'est la protrusion du globe oculaire, bilatéral, mais souvent asymétrique. C'est-à-dire, le globe oculaire, il sort de son orbite. Donc, l'œil, elle sort de son orbite, elle est réductible, mesurable. Donc, on mesure par l'ophtalmomètre de Hertel. Cet ophtalmomètre de Hertel, il va mesurer combien d'espace qui est saillant en dehors de l'orbite. Donc, on a plus de 19, plus de 20, donc on dit qu'il y a une exophthalmie. Mais toujours respecter l'écart-type, parce que c'est pareil, là on va mesurer, on va respecter le premier écart-type pour pouvoir surveiller l'évolution de cette exophthalmie. Donc, quand on a une exophthalmie, il ne faut pas chercher entre midi et 14 heures. Donc, c'est une maladie de Basedow. Elle est pathognomonique. Quand on a le tril, le souffle, l'exophthalmie, c'est une maladie de Basedow. Il ne faut pas donc tenir compte de d'autres paramètres. Regardez la synergie
Voilà la rétraction palpébrale. Normalement, il n'est pas visible cette partie. Elle n'est pas visible. Donc, quand vous voyez les autres personnes devant vous, donc on ne pourra jamais voir cette partie blanche. Impossible de la voir. Donc, dans la maladie de Basedow et dans la thyrotoxicose, on peut voir la rétraction palpébrale. Et la synergie oculopalpébrale, c'est quoi? On demande au malade de suivre. Donc, on met un stylo devant lui avec une couleur rouge, bleu, donc ça dépend. Et on dit au malade de suivre le bouchon du stylo sans bouger la tête. Donc, il va voir, donc on peut suivre facilement avec les pupilles, donc le stylo, l'hyperthyroïdie et surtout la maladie de Basedow. Donc, au bout du chemin, il va bouger toutes les deux pupilles et il ne pourra jamais suivre le bouchon. Donc, c'est ce qu'on appelle la synergie oculopalpébrale. Regardez les signes, regardez les rétractions palpébrales après le traitement, regardez, il y a une amélioration typique. On a des fois des œdèmes avec une ptose importante des yeux et regardez ici, donc on a une amélioration après le traitement. Une bonne rétraction palpébrale, elle est bien explicite ici, donc il y en a on dirait que le pupille elle est petite. Non, mais non, donc c'est la rétraction palpébrale qui est importante, mais sans exophthalmie. Donc il y a uniquement la rétraction palpébrale avec une asynergie oculo-fronto-palpébrale. Regardez l'exophthalmie basovienne. On a dans notre pratique courante, très importante, plus que ça. J'avais un malade qui va faire retourner ses yeux dans l'orbite avec les lunettes. Et puisque l'exophthalmie, quand elle est maligne, et les globes oculaires sont en extérieur, donc impossible de fermer les deux paupières. Les paupières, elles ne peuvent pas se fermer et du coup, il n'y a pas ce clignotement donc des paupières et les yeux vont être sèches parce qu'il n'y a pas les larmes, parce que dans l'exophthalmie, le traitement, c'est les larmes artificielles pour humidifier les yeux et ne pas avoir des conjonctifs qui sont malignes, parfois des irritations qui sont très importantes et même évoluer vers la cécité. Donc l'exophthalmie, elle a des dégâts. Regardez là, une exophthalmie maligne, regardez, donc il y a une survection, le globe oculaire il est sorti avec une atteinte qui est très importante, une conjonctivite très importante, et regardez, il y a une perte de la vue, il y a une cécité complète du malade. Donc, en dehors des images oculaires, on a ce qu'on appelle le myxœdème prétibial. C'est quoi le myxœdème prétibial? Ça veut dire quand vous avez vu la peau d'orange. Donc, on dirait une peau d'orange au niveau de prétibial. Et parfois, il nous donne même un éléphantilisme. Donc, l'œdème avec l'irritation, avec les lésions dermatologiques, il nous donne une atteinte importante. Et quand on a le myxœdème, c'est aussi pathognomonique des maladies Basedow. Aussi bien, donc on a dit qu'en quoi les hormones thyroïdiens, ils ont une action sur l'os, ils vont augmenter la résorption osseuse. Donc on a des pathologies, des fractures pathologiques à côté des anomalies biologiques. Donc les signes biologiques, on a vu le tableau clinique, il est polymorphe. Donc on a vu le rein, les os, les yeux, donc la fonction sexuelle, tout. Donc les troubles neurologiques, les troubles cardiovasculaires. Donc c'est un tableau qui est polymorphe. Les signes biologiques, si vous avez bien compris l'axe stéréotrope, donc c'est facile. Donc regardez, on a une hyperthyroïdie, donc la FT3, la FT4, automatiquement, puisqu'on est devant une hyperthyroïdie, la FT3, la FT4, elle est augmentée. Et puisqu'elle est augmentée, par feedback, qu'est-ce qu'on a? Par feedback, elle va bloquer l'hypophyse pour dire à l'hypophyse, je suis inondée par les hormones, j'ai plus besoin d'une surstimulation et du coup, donc elle va répondre à l'hypophyse par une diminution de la TSH. C'est pour cette raison, quand on a une hyperthyroïdie, on a l'élévation de la T3, T4 avec une diminution de la TSH. À côté de l'échocardio,
Donc, l'échocardiographie pour chercher la tachycardie, les souffles, et l'échographie thyroïdienne associée à l'échodoppler pour la recherche des souffles thyroïdiens donc, et la vascularisation thyroïdienne. Et puisqu'on est devant l'hyperthyroïdie, on est obligé d'inculquer donc la scintigraphie thyroïdienne dans la panoplie biologique de l'hyperthyroïdie. Les étiologies. Les étiologies dans cette liste, c'est des étiologies de l'hyperthyroïdie. Donc, la première des tableaux, c'est la maladie de Basedow. Cette maladie de Basedow, c'est une maladie auto-immune, donc qui est due, la première cause et la plus fréquente des hyperthyroïdies, c'est un goitre, donc qui est toujours hypervasculaire. Il n'y a pas de nodule, donc il y a une hypervascularisation associée à un tableau de thyrotoxicose qui est très important, associé à des signes oculaires et associé à un myxœdème. Donc, c'est un tableau typique de maladie de Basedow. À côté de la maladie de Basedow, donc à côté de la maladie de Basedow, on a l'adénome toxique. L'adénome toxique, c'est quoi? C'est un goitre. Au niveau du goitre, on a un nodule. Ce nodule-là, il est hyperfonctionnel. C'est le nodule lui-même qui est responsable de l'hyperthyroïdie. Ce n'est pas la thyroïde qui est responsable de l'hyperthyroïdie, mais c'est le nodule. Donc, l'adénome, ce qu'on appelle l'adénome toxique. Le goitre secondairement toxique, soit un goitre multi-hétéronodulaire toxique, ça veut dire le goitre, on avait un goitre, on avait des multiples nodules. Et d'un jour ou l'autre, un nodule parmi les nodules, il est devenu toxique. Il est responsable de l'hyperthyroïdie. Donc, c'est une étiologie parmi les étiologies du goitre secondairement toxique. On a le goitre basovifié. Qu'est-ce que ça veut dire, le goitre basovifié? Le malade, il avait un goitre auparavant, mais quand on dose les hormones, ils étaient normales. Normal, des années. Pof, un jour, il est venu pour un tableau d'hyperthyroïdie. On a demandé, donc on a trouvé tout un tableau de maladie de Basedow. Donc, on peut dire là, c'est une maladie de Basedow greffée sur un goitre ancien. Donc, ce qu'on appelle le goitre basovifié. On a en quatrième étiologie la thyrotoxicose des thyroïdites. Donc, les thyroïdites, la majorité des temps, c'est une thyroïdite auto-immune. La thyroïdite subaiguë de Decker-20. Donc, la thyroïdite subaiguë, donc c'est l'auteur appelé de Decker-20 qui a découvert cette thyroïdite. C'est quoi cette thyroïdite de Decker-20? C'est les malades qui peuvent être touchés par une grippe, par une pharyngite, donc un viral, et peut toucher la thyroïde, donc on appelle la thyroïdite subaiguë de Decker-20. Donc, si on a dans les antécédents personnels comme quoi le malade, il a fait une atteinte virale, il a fait une atteinte bactérienne ou ORL ou autre, donc la thyroïde, elle est touchée. Donc, on peut penser à une thyroïdite subaiguë de Decker-20. Elle ne nécessite même pas un traitement, elle nécessite une surveillance. Au bout de 6 mois, tout va rentrer dans l'ordre. Thyroïdite indolore et transitoire. Donc, la majorité des malades, ils passent par cette thyroïdite, mais puisqu'elle est indolore, puisqu'elle est transitoire, elle passe inaperçue. Rarement, le malade, quand il est méticuleux, donc il va être vu par la consultation. Thyroïdite du postpartum. Donc, la femme enceinte, elle est trop fragile. Elle peut faire une hyperthyroïdie gestationnelle, comme elle peut faire une thyroïdite postpartum. Le postpartum, il est très fragile, donc elle peut faire une anomalie thyroïdienne au postpartum, mais elle est transitoire, c'est-à-dire l'évolution, elle est spontanée. L'hyperthyroïdie induite par l'iode, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amiodarone, il peut donner une hyperthyroïdie. Les thyroïdites, les thyrotoxicoses iatrogènes et factices. Qu'est-ce que ça veut dire? Iatrogène et factice. Factice, ça veut dire un malade, il prend quelque chose de médicament, mais il ne dit rien au personnel médical ou paramédical. Donc, le thyrotoxicose iatrogène, surtout chez les blouses blanches, les étudiants, les infirmiers, les médecins, quand ils sont obèses, donc ils font des cures avec le levothyrox, c'est-à-dire pour une cure amaigrissante. Et cette cure amaigrissante par les hormones thyroïdiens, elle peut être à l'origine d'une hyperthyroïdie. Le malade, il nie, puisqu'il a pris volontairement les médicaments, il vient au médecin, donc il dit, il nie comme quoi il n'a rien pris, il a des signes d'hyperthyroïdie, c'est tout. Donc, mais il y a quelque chose qui peut mettre en cause cette étiologie, donc c'est la scintigraphie. C'est pour ça que la scintigraphie dans l'hyperthyroïdie, elle est primordiale.
elle peut donner un diagnostic étiologique de cette hyperthyroïdie. Si on a une scintigraphie blanche, ça veut dire la thyroïde, elle n'est pas visible, on a le droit de penser à une hyperthyroïdie factice. Hyperthyroïdie factice, ça veut dire une hyperthyroïdie par la prise médicamenteuse ectopique. L'hyperthyroïdie d'origine centrale. Donc, quand on a un adénome au niveau de l'hypophyse qui va sécréter de la TSH, il est responsable de l'hyperthyroïdie. Mais il est rare, 1 sur 10 000 cas. Donc, c'est un nodule, mais c'est une hyperthyroïdie du haut jusqu'au bas. Donc, on aura une TSH élevée, FT3 élevé, FT4 élevé. Ça veut dire tout est élevé. Mais dans l'hyperthyroïdie périphérique, on a les fractions libres qui sont augmentées, mais par feedback, la TSH, elle est basse. Donc, ce n'est pas primaire. Regardez des images hyperthyroïdie de la maladie de Basedow. Regardez la thyroïde, elle est bien dessinée en papillon. Il y a une hypervascularisation qui est très importante. Regardez cette luminosité. Donc, elle est hypervasculaire, mais on ne trouve pas ni nodule, ni adénopathie, ni irrégularité. Donc, c'est un goitre hypertrophié, hypervasculaire. C'est ça, typiquement de la maladie de Basedow. Regardez le nodule chaud extinctif. Voilà le papillon. Il est bien dessiné, mais uniquement le nodule qui est hyperfixant. Hyperfixant, qu'est-ce que ça veut dire? Hyperfixant, ça veut dire quand on injecte un produit de contraste, que ce soit technium ou l'iode, la thyroïde, elle va fixer ce produit de contraste et elle va être lumineuse parce que radiopathe. Donc, c'est cette luminosité. Donc, le nodule, il est hypervasculaire. Et ce nodule-là, il est responsable de la thyrotoxicose et de l'hyperthyroïdie. Donc, le goitre, voilà la scintigraphie, ce n'est pas la gamma caméra, scintigraphie, donc le goitre multinodulaire toxique, donc c'est une notion de goitre qui évolue depuis 12 ans. Il a une TSH à 0,18, une FT4 à 18 et un FT3 à 9. Donc, c'est élevé, la FT3 elle est élevée et la TSH elle est bloquée. Donc, biologiquement, c'est une hyperthyroïdie avec un goitre ancien. Mais ce goitre, regardez, il est ancien depuis 12 ans. Mais regardez, il y a un nodule 3 ici, un autre nodule 3 ici, un autre nodule, mais uniquement ce nodule-là, ce nodule de papillon, il est là. Mais ce nodule-là, il est hyperfixant. Donc, c'est ce qu'on appelle le goitre multinodulaire toxique. C'est-à-dire, il n'était pas toxique auparavant, mais actuellement, il est devenu toxique. Donc, regardez, il y a pas mal de nodules dans cette scintigraphie. Goitre multinodulaire toxique, regardez la gamma caméra. Ce n'est pas la même chose. Regardez la scintigraphie et regardez la gamma caméra. Donc, elle est noire. Donc, le papillon, il est bien dessiné. On a un nodule ici, un nodule ici, un nodule ici. Mais ce qui est responsable de l'hyperthyroïdie, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là qui est donc à l'origine. Et quand on palpe un goitre qui est multinodulaire. La palpation, on ne peut pas savoir lequel qui est hyperfonctionnel. C'est pour ça la scintigraphie, elle a le primo movens, elle a la pierre angulaire dans le diagnostic étiologique. Donc, quand on palpe, on n'a pas une orientation. Donc, on peut dire qu'en quoi, quand on a palpé, on a trouvé un goitre multinodulaire. Mais quand on est devant une biologie qui confirme l'hyperthyroïdie, on dit goitre multi-hétéronodulaire toxique. Mais lequel, d'ailleurs, donc le traitement est le même. La chirurgie, il faut enlever tout. Un autre malade, regardez un gros goitre, un volumineux goitre, là où il y a plusieurs nodules aussi, plusieurs nodules, mais on a 2 zones hyperfixantes. Donc, c'est 2 zones hyperfixantes, mais les autres sont hypofixants. Donc, ils ne sont pas homogènes. L'icono responsable de l'hyperthyroïdie, ces 2-là. Donc, que ce soit ici, donc on les classe comme goitre multi-hétéronodulaire toxique. Donc, l'hyperthyroïdie, regardez la scintigraphie normale. Donc, regardez les nodules toxiques, uniquement une, multinodulaire, il y a plusieurs nodules, dont l'un est toxique. Scintigraphie blanche, est-ce que vous voyez le papillon? On ne voit rien. Donc, c'est ça la scintigraphie blanche. La scintigraphie blanche, on la trouve dans la maladie, dans la thyroïdite de Descartes,
scintigraphie blanche, parce qu'il y a une atteinte virale ou bactérienne ORL. Donc, une scintigraphie blanche, elle peut nous orienter vers une thyroïdite de Dequerva ou une prise factice des hormones thyroïdiens. Donc, une prise iatrogène d'hormones thyroïdiens. Donc, quand on a une image pareille, il faut assister au malade qu'il avoue qu'est-ce qu'il a pris comme traitement ou comme médicament. Donc, j'ai jumelé toutes les étiologies qu'on a donc, dans les hyperthyroïdies, donc l'axe thyroïdotrope. Donc, j'ai dit l'adénome thyroïdienne. Donc, on a un adénome ici, que ce soit hypothalamo-hypophysaire, adénome ici qui sécrète beaucoup de TSH. Automatiquement, quand on a beaucoup de TSH, on a beaucoup de T3, T4. La première étiologie, c'est ce qu'on appelle l'étiologie centrale, l'hyperthyroïdie centrale. Mais donc, la résistance hypophysaire aux hormones thyroïdiens, c'est-à-dire l'hypophyse, elle est résistante. Quand elle est résistante, il n'y a pas ce feedback qui est présent, le feedback n'arrive pas, donc la surstimulation, elle continue à stimuler la thyroïde et la thyroïde, elle continue à fabriquer les hormones. Mais la périphérie, on a la maladie de Basdo, les anticorps antirécepteurs de TSH, c'est ça la maladie de Basdo, l'adénome toxique, on a le goitre multi-hétéronodulaire toxique, et on a les thyroïdites, quelle que soit thyroïdite, auto-immune, virale, iatrogène, donc c'est ça les étiologies, donc de l'hyperthyroïdie. On a 2 d'origine haute et le reste d'origine périphérique. Donc, et l'étiologie la plus fréquente, c'est la maladie de Basdo, suivie par l'adénome toxique et le goitre multi-hétéronodulaire toxique. Des complications de cette hyperthyroïdie. Les complications de cette hyperthyroïdie, on a pas mal de complications. On va citer uniquement les plus importants. La cardiothyréose. Donc, on a dit comme quoi les hormones thyroïdiens, ils ont une action terrible au niveau du cœur. Ça veut dire, donc, ils vont intoxiquer le cœur et le myocarde par les hormones thyroïdiens et on aura la tachycardie qui va être exagérée et le cœur, il va être bousillé et il va augmenter le muscle du cœur et il va être souffrant. Et par la suite, dans cette cardiothyréose, on peut avoir une ACFA, une arythmie donc, oculaire donc, du cœur, on peut avoir une insuffisance coronarienne, on peut avoir une insuffisance cardiaque. Mais cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque chaude. Pourquoi chaude? Parce qu'elle est intoxiquée par les hormones thyroïdiennes. On a à côté de cette insuffisance thyroïdienne, insuffisance cardiaque d'origine thyroïdienne, on a une thermophobie avec une moiteur. Tandis que l'insuffisance cardiaque d'origine cardiaque, donc elle est froide. C'est pour ça qu'on dit insuffisance cardiaque chaude. Exophthalmie maligne. Donc, je vous ai montré les images quand on a une exophthalmie importante, impossible de réduire cette exophthalmie. Ne serait-ce que, donc, elle nécessite une chirurgie chez les ophtalmologues pour améliorer les choses à côté du traitement étiologique. Donc, le malade, parce que impossible de fermer ses yeux, une occlusion palpébrale avec un œdème palpébral qui est très important. Et puisque l'œil ne se ferme pas, on aura des ulcères de cornée avec des conjonctivites à répétition, avec les névrites rétrooculaires et va être nécessité par la suite. Comme troisième complication, on a les complications rhumatologiques. Donc la périarthrite scapulo-humérale, une ostéoporose, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une action sur l'os par l'augmentation de la résorption osseuse et on aura une ostéoporose chez la femme ménopausée et du coup, elle va faire des fractures récidivantes. Le traitement de cette hyperthyroïdie, donc on a vu pas mal d'étiologies, elle dépend de l'étiologie. Si on a une maladie de base d'eau, c'est le traitement médical. Si on a un goitre toxique unique, c'est chirurgical. Si on a un goitre multi-hétéronodulaire, c'est chirurgical. Si on a une thyroïdite, c'est chirurgical. Donc, c'est traitement médical. Donc, c'est même si on opte pour la chirurgie, il faut une préparation médicamenteuse. La préparation médicamenteuse par les antithyroïdiens de synthèse, c'est ce qu'on appelle
le néomercazole, ou le carbimazole, ou le Bazden. Donc, c'est la famille du uracil. Donc, c'est des hormones qui bloquent la synthèse des hormones et elles donnent de très bons résultats. La posologie, donc, elle est entre 2 et 6, on peut aller jusqu'à 12 comprimés jour. La corticothérapie, quand on pense à une thyroïdite, surtout, les bêta-bloquants, parce qu'ils ont une double action. Une action, ils vont bloquer la transformation de la T4 en T3 et ils vont aider l'hyperthyroïdie sur le plan thyroïdien. Et ils vont aider le cœur parce que donc ils vont minimiser les palpitations et les tachycardies. Et bien sûr, la chirurgie, on n'opère jamais, jamais, jamais un malade en hyperthyroïdie. Il faut d'abord retourner à l'euthyroïdie par la préparation médicale avant d'entamer la chirurgie. Et bien, parfois, on a des malades, là où il y a des contre-indications à la chirurgie, on a d'autres paramètres médicaux qui est l'irathérapie. C'est une irradiation métabolique par l'iode radioactif. Donc, on envoie le malade à Tlemcen pour qu'il boive un comprimé de l'iode avec un grand verre de l'eau et puis il va améliorer les choses parce que l'irathérapie, elle remplace la chirurgie quand on a une contre-indication à la chirurgie. Donc, et voilà, on a terminé pour l'hyperthyroïdie. On va entamer l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, si vous avez compris bien l'hyperthyroïdie, donc vous allez bien comprendre. Donc, l'hypothyroïdie, elle est trop facile par rapport à l'hyper. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'hypothyroïdie? Donc, il faut d'abord scinder. Donc, grosso modo, c'est une diminution de taux des hormones thyroïdiennes en périphérie. C'est-à-dire, l'organisme, il souffre parce qu'il n'y a pas d'hormones dont il faut avoir des substrats énergétiques pour avoir un bon métabolisme, pour avoir un bon fonctionnement cellulaire. On n'a pas ces hormones. Et on a deux types d'hypothyroïdie. On a l'hypothyroïdie primitive et l'hypothyroïdie centrale. Centrale, c'est par l'atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce n'est pas comme l'hyperthyroïdie. L'atteinte centrale, elle est rare. Ici, l'atteinte centrale, on peut l'avoir dans notre pratique courante, comme par exemple le syndrome de Chion, comme par exemple l'insuffisance antéhypophysaire, comme par exemple les maladies, les tumeurs cérébrales. On peut avoir des hypothyroïdies centrales. Donc, à côté des hypothyroïdies primitives, qui sont en relation. Le diagnostic clinique, il est toujours tardif. Pourquoi tardif? Parce que le début, il est insidieux. Le début, il est insidieux parce que les signes cliniques, il apparaît au fur et à mesure, doucement, 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 et même le malade, il va s'habituer au changement de son corps. Et ce changement, même la famille, il ne peut pas tirer la sonnette d'alarme pour que le malade soit consulté à temps. Donc, c'est une hypothyroïdie qui est primitive, réaliser un myxœdème. Donc, le malade, il va être enflé, mais il ne se rend pas compte. Les signes cliniques, c'est quoi? Le syndrome d'hypométabolisme. On a le syndrome d'hypermétabolisme. On a une surconsommation de substrats énergétiques. Actuellement, non. On est en inertie. Il n'y a pas d'hypermétabolisme. Donc, au contraire, il y a une inertie totale. Le malade, il est inerte, mais par exemple, donc il a une asthénie physique et psycho-intellectuelle, parfois somnolence. Le malade, il est toujours somnolent. Toujours. Oui. Toujours en sommeil. Il a une hypothermie parce qu'on a vu l'hyperthermie dans l'hyperthyroïdie. Donc, on a une hypothermie parfois, l'hypothermie qui fait jouer sur le pronostic vital. On a la frilosité et la constipation. Ah. La prise du poids, elle est modeste parce que le malade, il va prendre du poids. Dans l'hyperthyroïdie, on a vu l'amaigrissement et le syndrome neuromusculaire. Neuromusculaire sur quoi? C'est souvent précoce. لا لا
Le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, puisque le malade il est infiltré, on a une infiltration importante, il va avoir des crampes musculaires et des myalgies, engourdissements musculaires, surtout au niveau des bras. Le syndrome cutanéo-muqueux, c'est ça qui fait le diagnostic donc de l'hypothyroïdie. La peau, elle est pâle, jaunâtre, visage en pleine lune, bouffé. C'est-à-dire l'infiltration, elle va bouffer le visage. On va avoir des cyanoses au niveau des lèvres, peau qui est très sèche, diminution de la transpiration, donc le malade il est sèche, avec une dépilation axillaire. Les cils et les sourcils donc sont en perte, avec une perte donc une dépilation importante au niveau du pubis et au niveau de la coude sourcil. L'infiltration de la face dorsale, les mains sont très boudinées, donc ils sont enflés. Et surtout au réveil, le malade, il n'arrive pas à fermer ses mains. La voix, elle est rauque, puisque l'infiltration, elle est de partout. C'est une infiltration cutanéo-muqueuse. Le cutané, il est infiltré et toutes les muqueuses sont infiltrées. Entre autres, parmi les muqueuses, on a les muqueuses donc, de trempe des staches qui peuvent être responsables de l'hypoacousie. On a la langue qui peut être infiltrée, elle est responsable de la macroglossie. Et surtout, on a la sphère ORL qui est infiltrée et le malade, il ronfle la nuit. Quand le malade, il signale un ronflement important la nuit ou il est jeune, donc il faut penser à une hypothyroïdie et demander une TSH. Voilà les quelques images de l'hypothyroïdie. Donc, regardez, il y a une infiltration. Donc, c'est une image de tous nos femmes. Donc, c'est une infiltration donc, qui est corporelle. Donc, c'est typiquement, donc, le malade, il peut prendre du poids au fur et à mesure et on a une infiltration au niveau des membres. Mais il n'y a pas le cil de Godet. C'est-à-dire, quand on appuie sur cette infiltration, notre doigt, il ne peut pas laisser des empreintes. Et quand on n'a pas les œdèmes qui peuvent garder le Godet, donc on dit au malade qu'il y a, donc c'est une obésité. Donc c'est une prise de poids qui est assez normale, malgré elle n'est pas normale, elle est due à l'hypothyroïdie. Donc la transpiration et la dépilation, donc on a une dépilation de coude sourcil, on a les cyanoses donc des lèvres, la peau elle est sèche, regardez les cul-de-sac sont comblés par l'infiltration de l'enfant, parce que donc vous avez vu en pédiatrie. Donc, quand on a un enfant qui a toujours une macroglossie et la langue, elle est toujours en extérieur et l'enfant ne peut pas fermer sa bouche, un enfant qui est trop sage, il ne réclame pas ses biberons et il est constipé, on a le droit de penser à une hypothyroïdie et investiguer. Regardez le cil de la coude sur cil. Donc, il y a une coupure de la coude sur cil. Regardez les cils. Donc, même les cils sont en dépilation et les sourcils sont en dépilation. Donc, c'est pathognomonique de l'hypothyroïdie. L'atteinte cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on a vu dans l'hyperthyroïdie? On a vu une tachycardie. Là, c'est le contraire. Modification de l'activité du métabolisme du muscle cardiaque. Donc, il va être inerte. Qu'est-ce qu'on va On va avoir une bradycardie avec une diminution de la force contractile. Le corps, il ne peut pas se contracter aussi normal que possible et on aura une insuffisance cardiaque, rarement des troubles de rythme ventriculaire. Ce qui tire l'attention dans l'hypothyroïdie, quand on fait un téléthorax, on a toujours, ou une écho-cœur, on a toujours un épanchement péricardique. Qu'est-ce que ça veut dire l'épanchement péricardique? Ça veut dire même la muqueuse péricardique et la muqueuse pulmonaire sont infiltrées et remplies de l'eau. Donc, les bruits du cœur sont assourdis et puisqu'il est rempli de l'eau, le cœur, quand on fait un télothorax, on va avoir une cardiomégalie, un gros cœur. Développement précoce d'athérome. Donc, pourquoi on a l'athérome? Et parfois, on a une insuffisance coronarienne et le malade meurt. Pourquoi le développement d'athérome? Donc, j'ai dit comme quoi dans l'hypothyroïdie, on a une hypométabolisme. Cet hypométabolisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une circulation qui est rapide et il n'y a pas un métabolisme qui est normal. Ce qui va faire un trouble lipidique au lieu d'avoir une surconsommation du cholestérol, et le cholestérol, il va être augmenté dans l'hypothyroïdie et diminué en cas d'hyperthyroïdie. Et du coup, cette
ce problème lipidique, il va rester responsable d'athérome. Et cet athérome, il nous donne énorme problème dans le traitement. Si on a une hypothyroïdie qui est assez franche, assez importante, avec des complications d'athérome, donc si on traite d'emblée, sans préparer le malade, on peut avoir une insuffisance coronarienne et le décès. Donc c'est pour cette raison, il faut bien analyser les choses avant de traiter. À côté des signes cliniques en général, on a des signes endocriniens. Les signes endocriniens, on a une galactorée. Et cette galactorée, elle est secondaire à une hyperprolactinémie. Donc, je vais vous expliquer pourquoi cette hyperprolactinémie. Cette hyperprolactinémie, pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de prolactine. Et quand on a une hypothyroïdie, qu'est-ce que ça veut dire l'hypothyroïdie? On a une FT3 qui est diminuée, une FT4 qui est diminuée. Par feedback, qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation de la TRH. Et la TRH, quand elle est augmentée, elle va augmenter avec elle la prolactine. C'est ce qu'on appelle l'hyperprolactinémie qui est due à une hyperproduction de TRH parce qu'il y a un contrôle là-dessus. Disparition à l'institution du traitement. Quand on traite, donc tout va rentrer dans l'ordre. Des troubles de règles, ménorragie, infertilité ou avortement précoce, troubles de libido et insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, toutes les perturbations de règles, on a les perturbations surrénaliennes peuvent être associées à côté de cette hypothyroïdie. C'est pour cette raison, quand on a une hypothyroïdie assez franche, il faut penser à ces axes. L'axe surrénalien dont il faut traiter avant de traiter l'hypothyroïdie et surtout si la femme enceinte, il faut traiter intensément pour éviter les avortements et les stérilités. Les complications de l'hypothyroïdie, donc c'est l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? Donc c'est l'aggravation. Donc l'athérosclérose, c'est l'athérome, c'est les thromboses des veines, donc et on aura une aggravation. Et l'aggravation, c'est quoi? C'est soit la rupture de la plaque, soit l'insuffisance coronarienne et le décès. La complication majeure de l'hypothyroïdie, c'est quoi? C'est le coma myxœdémateux. Coma myxœdémateux, donc rare à présent. Donc c'est rare qu'on en trouve maintenant le coma myxœdémateux grâce à la formation des généralistes, à la formation des futurs médecins. Donc ils font des diagnostics tôt de l'hypothyroïdie. Ils ne passent pas inaperçus de ce diagnostic et le malade, il est traité à temps avant d'arriver au coma myxœdémateux comme auparavant. Volontiers, donc il y a l'hiver comme neuromédiateur après une agression, soit une infection, soit une chirurgie, soit un traitement sédatif, soit un antidépressif. Quand le malade il est antidépressif, il a une programmation de la chirurgie. Donc, toujours s'il y a une hypothyroïdie, il faut réajuster la thérapeutique pour ne pas tomber dans ce coma myxœdémateux. C'est un coma calme, avec bradycardie et froid, ça veut dire hypothermie. Le malade, il a tellement une hypothermie qu'il peut mourir par une hypothermie, pas par d'autres complications. Parce qu'une hypothermie qui nécessite un réchauffement et qui nécessite un traitement pour éviter cette hypothermie et éviter le décès. Les examens complémentaires, donc du coup, comme on a dit tout à l'heure, là, on est devant un déficit de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est T3, T4 qui sont diminués parce qu'on est devant une hypothyroïdie. Et par feedback, qu'est-ce qui se passe? Puisque la thyroïde, elle est en souffrance, elle est en hypofonctionnement, donc elle va donner le coup de fouet à l'hypophyse pour qu'il sécrète beaucoup de TSH. Et la sécrétion de la TSH, elle va agir sur la thyroïde qui est elle-même. Donc, on est obligé de demander les hormones libres, donc qui sont effondrées, et un TSH qui est élevé. Donc, la complication majeure qu'on a dit, c'est une complication myxœdémateuse. Les examens complémentaires, les anticorps anti-TPO et anti-thyroglobuline, c'est thyroglobuline. Donc, c'est la cellule thyroïdienne qui est en relation avec la fonction thyroïdienne.
Ou TPO, c'est les anticorps antithyropyroxydase. C'est une enzyme qui va agir sur l'hormonosynthèse. Quand il y a une anomalie sur l'hormonosynthèse, on a une hypothyroïdie. Donc, on est obligé de demander les anticorps quand on a un tableau clinique qui avoue l'hypothyroïdie. L'échographie, pourquoi? Pour rechercher la cause exacte de cette hypothyroïdie. Donc, soit une atrophie dans le cadre des involutions thyroïdes atrophiques, parce que quand on avance en âge, la thyroïde, elle va être réduite de taille. Donc, il y a une raison de la sénescence. C'est ce qu'on appelle l'involution de la thyroïde, donc d'origine auto-immune ou d'origine autre que d'immunité. Donc, on a un goitre hétérogène, hypohétérogène dans le cas d'une thyroïdie d'Hashimoto. Dans le cadre d'Hashimoto, on a beaucoup d'hypothyroïdie secondaire à une thyroïdite d'Hashimoto. Et l'échographie, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va donner la présence d'un goitre qui est hétérogène. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire hétérogène? Il y a un aspect endamier avec une hypoécogénicité. Donc, c'est typiquement l'Hashimoto. Absence de la glande thyroïde, mais c'est rare dans l'adulte. C'est-à-dire, au niveau de la loge thyroïdienne, donc l'agénésie, on n'a pas. L'agénésie, on la trouve en pédiatrie. C'est-à-dire, pour ne pas trouver une glande, ça veut dire en pédiatrie et l'enfant, il meurt. Parce que impossible, puisqu'il n'y a pas de thyroïde, il n'y a pas de fraction libre, donc le nouveau-né, parce qu'il n'y a pas de hormone thyroïdien, il peut mourir par une bradycardie importante qui passe inaperçue. Il n'a même pas le droit d'investiguer par la suite. Mais quand on est devant un sujet adulte et on a fait une échographie, on a fait une scintigraphie, mais la thyroïde, elle n'est pas à sa place. C'est-à-dire, elle n'est pas au niveau du cou. Donc, on parle d'une ectopie thyroïdienne. Et l'ectopie thyroïdienne, ce qui va nous donner ce diagnostic, c'est la scintigraphie à l'iode. Donc, indispensable pour localiser l'ectopie, c'est-à-dire pour localiser le produit de contraste, à quel niveau il est présent, pour rechercher la thyroïde, à quel niveau elle est. La classification, donc on a l'hypothyroïdie primaire ou périphérique, origine basse. L'origine basse, c'est l'atteinte de la glande thyroïde. Quand on dit l'origine basse ou périphérique, ça veut dire la thyroïde qui est malade. La thyroïde qui est malade, donc la thyroïde qui ne sécrète. Les hormones thyroïdiennes, donc ces hormones thyroïdiennes sont défaillantes. Donc, rétrocontrôle sur l'hypophyse, donc on a la TSH qui est tout le monde. Quand on a le myxodème plus ou moins goitre, on a une hypothyroïdie secondaire ou centrale d'origine. Quand on a le central, c'est l'atteinte hypothalamique ou hypophysaire. Donc, on a tout est diminué. Regardez, quand on a la centrale, la TSH, elle est diminuée, la FT3, elle est diminuée, la FT4, elle est diminuée. Et parfois, on a des myxodèmes sans goitre dans l'ectopie. Autre étiologie, on a les hypothyroïdies de cause iatrogène. Vous avez vu, l'amiodarone, c'est une cause de l'hyper et c'est une cause de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie par carence iodée, le crétinisme. Donc, par carence iodée, on a pas mal de patelins, on a pas mal de lieux. Donc, là où il y a les légumes, là où il y a la terre qui est carencée en iode, donc tous ces légumes donc, sont carencés en iode. Et l'iode, c'est un atome et c'est un facteur primordial de l'hormonosynthèse de la thyroïde, puisque là, il n'y a pas d'iode, il n'y a pas de synthèse thyroïdienne, et ce qu'on appelle l'hypothyroïdie par carence iodée. On a l'hypothyroïdie du postpartum, on a vu l'hyperthyroïdie du postpartum, donc toute dysthyroïdie, on peut la trouver en postpartum. Regardez l'hypothyroïdie d'origine ectopique, c'est-à-dire normalement elle est au niveau du cou. Donc on a vu l'anatomie au début, la thyroïde elle est située au niveau du cou. Regardez, elle est située au niveau de la luette buccale. La langue, et voilà la thyroïde, où est-ce qu'elle est. Voilà la luette. Donc au fond de la bouche, en sublingual, au fond de la bouche, elle existe. Si on a fait l'échographie au niveau de la face antérieure du cou, on la trouve pas. Donc c'est une ectopie de la thyroïde. Avant et après le traitement de l'hypothyroïdie, regardez l'infiltration, regardez l'infiltration des paupières, regardez la bouffissure, regardez l'infiltration du cul de sac et une fois elle est traitée dès le départ, donc au bout de 6 mois,
Donc, on a une amélioration donc, de l'état clinique du malade. Le traitement, ça dépend du cas. Quand on a des cas particuliers, comme j'ai dit tout à l'heure, un sujet âgé avec une atteinte d'insuffisance coronarienne, déjà, il est coronarien dans les antécédents. La posologie, il ne faut pas être rapide, il ne faut pas être agressif dans le traitement. C'est une posologie initiale très, très faible. C'est-à-dire, le comprimé, il faut le couper de 50, il faut le couper en 4. Donc, il faut donner uniquement 12,5. C'est-à-dire le 1 quart du comprimé de 50, augmentation de la posologie par palier, des fois par mois, parfois 2 mois, donc pour augmenter 12,5, 25,5, 2 mois ou un mois après 50, jusqu'à arriver de la dose maximale efficace. Association éventuelle des bêta-bloquants et surveillance de l'ECG, bien sûr. Pourquoi? La surveillance de l'ECG, si on ne surveille pas électrocardiographique, donc on a un décès par une insuffisance coronarienne à la recherche des signes électriques, bien sûr. Il ne faut pas insister en cas de mauvaise tolérance. C'est-à-dire, s'il ne répond pas à 12,5, c'est pas, il ne faut pas être agressif d'emblée. Il faut augmenter d'emblée la dose pour avoir d'efficacité. Non, il faut toujours prendre le relais avec d'autres médicaments. Mais dans tous les cas, vérifier la disparition des signes. Quand on donne, on vérifie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a la persistance de constipation, est-ce qu'il y a la persistance de la frélosité, de la bradycardie. On donne et on surveille. On surveille l'hypométabolisme, la frélosité, les constipations. Vérifier l'absence de survenue de signes de thyrotoxicose. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, quand on traite, parfois, on nous donne un surdosage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des 100 microgrammes de levothyrox, on donne 150. Donc, il y aura un surdosage de produits. Donc, au lieu d'être hypothyroïdienne, améliorer une thyroïdie, on peut l'inculquer dans le cadre de l'hyperthyroïdie exogène, iatrogène. C'est-à-dire, on a un surdosage donc de traitements peuvent provoquer un tableau clinique de l'hyperthyroïdie. Donc, il faut faire attention dans l'évolution de traitement. Vérifier la normalisation du bilan lipidique, si hypercholestérolémie, parce qu'on a dit dans le tableau clinique et biologique, on a l'athérome et on a l'hypercholestérolémie. Cette hypercholestérolémie, quand on la voit chez un malade qui a une hypothyroïdie, on peut incriminer l'hypothyroïdie. Mais une fois amélioré l'hypothyroïdie, on est obligé de recontrôler le bilan lipidique pour une décision définitive. Est-ce que c'est une perturbation transitoire qui est secondaire à cette hypothyroïdie ou elle est dans le tableau d'une association comme il a le droit de faire une hypercholestérolémie comme d'autres malades avec aucune anomalie thyroïdienne. Donc, il faut s'assurer de ça pour qu'on traite en jumelage par l'hypothyroïdie. Concernant les goitres, regardez, on a les différents types de goitres. On a les goitres nodulaires, on a les goitres compressifs, donc il faut au moins avoir à l'œil donc pour au moins statifier les types de goitres. Donc on a tous les types de goitres. Donc regardez, on a une purgescence, on a un étirement, donc c'est un goitre qui est dur, filtré, et il est en basal. Donc, c'est énorme. Donc, c'est un goitre qui est homolatéral, mais regardez, il est bilobé. On a un nodule ici, un nodule ici, un nodule ici. Donc, il est un goitre multi-hétéronodulaire, asymétrique. Donc, c'est un malade à opérer en urgence. Regardez notre malade qui est venu dans notre consultation. Donc, un goitre qui avait uniquement un nodule, mais il est un polylobé, donc multinodulaire important. Donc, la malade, elle a été confiée en chirurgie. Donc, du coup, donc, elle n'a pas pu être opérée parce qu'il y avait d'autres contre-indications à l'intervention. Donc, on a investigué le malade pour rechercher d'autres étiologies. Donc, c'était néoplasique. Regardez, le nodule froid, il est là. Donc, c'est le papillon de la thyroïde. Un nodule froid qui ne fixe pas. La radioprotection, donc le goitre endothoracique, c'est notre malade.
Donc, elle a vu tous les médecins. Quand ils palpent la partie antérieure du cou, il n'y a rien. Et quand on a fait une scintigraphie, regardez, le goitre, il est endosternal. Donc, la malade, elle a été opérée. Donc, on est resté avec elle. Donc, les chirurgiens et en notre présence, presque 8 heures d'intervention. Et la malade, elle est très bien. Donc, elle n'a pas fait de complications chirurgicales. Donc, elle est bien. Donc, c'est miracle comme une chirurgie. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vois pourquoi la scintigraphie, elle a un intérêt dans l'hyperthyroïdie. Vous m'entendez? Oui, Oui, nous, on vous entend, docteur. Vous m'entendez? Donc, pourquoi la scintigraphie, elle a sa valeur dans l'hyperthyroïdie? Comme je vous ai déjà dit, quand on palpe, j'ai une malade, devant moi, j'ai palpé un goitre avec un nodule. Qui me dit, avec deux ou trois nodules, qui me dit lequel des nodules il est hyperfonctionnel? Je ne peux pas décider. Même l'échographie, elle ne peut pas décider. Quand on demande l'échographie, elle va me donner comme quoi. Docteur. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, docteur. Donc, la scintigraphie, elle nous donne l'étiologie exacte de l'hyperthyroïdie, que ce soit adénome seul, il est hyperfixant, c'est un adénome toxique, adénome multiple, dont l'un est toxique, c'est un goitre multi-hétéronodulaire toxique, soit il n'y a pas de nodule du tout, c'est une maladie de base. Donc, j'ai vu une question, l'hypothyroïdie et la grossesse. Quelle posologie? L'hypothyroïdie, en cas de grossesse, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est pour cette raison, quand on a un malade enceinte, que ce soit diabéto ou endocrino, on n'a pas le droit de donner des rendez-vous. Donc, c'est des rendez-vous ouverts. Donc, pourquoi ouverts? Parce que au moindre problème, il faut réagir. En cas d'hypothyroïdie, parce que le malade enceinte hypothyroïdienne, on demande des dosages parfois chaque mois des TSH pour pouvoir réajuster la thérapeutique parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Pourquoi on n'a pas le droit à l'erreur? Si la malade, elle reste en hypothyroïdie, son enfant, il souffre à l'intérieur de l'utérus et on aura beaucoup de problèmes. Donc, on va avoir une hypothyroïdie néonatale et l'hypothyroïdie néonatale, elle est responsable de crétinisme. Le crétinisme, c'est une débilité irréversible. On ne peut pas traiter quand le malade naît. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, on trouve la scintigraphie blanche dans quel type de thyroïde? La scintigraphie blanche, on la trouve dans l'hyperthyroïdie iatrogène, quand le malade prend un médicament contenant de l'iode, à titre d'exemple, l'amiodarone, et quand on a un sujet qui a pris des hormones thyroïdiens, qui met l'évothyrox, le traitement de l'hypothyroïdie. L'évothyrox, c'est des hormones thyroïdiens qui contiennent beaucoup d'iode. Ils vont bloquer la thyroïde par effet de Wolff-Chaikoff. Et quand on fait une scintigraphie, on va la trouver. C'est-à-dire la thyroïde, elle est émergée par l'iode. Si on donne l'iode comme produit de contraste, elle ne va pas le fixer. C'est pour ça qu'on a une scintigraphie blanche. D'accord, merci beaucoup. Alors, en cas de... un mot sur la thyrotoxicose néonatale. Un mot sur la thyrotoxicose néonatale, c'est l'hyperthyroïdie chez le nouveau-né. L'hyperthyroïdie chez le nouveau-né, donc il faut
très, très vigilant. Pourquoi? L'hyperthyroïdie, elle donne un hypermetabolisme. Et le nouveau-né, il est trop fragile. S'il fait une tachycardie importante, à 160 de bruit de cœur, donc il peut emporter le pronostic vital. Donc, il faut faire très attention quand on a une thyrotoxicose néonatale. C'est une urgence néonatale. Donc, il faut donner les hormones, donc les antithyroïdiens de synthèse. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, en cas de thyroïdectomie, on débute par quelle posologie de lévothyrox? Quand on a une thyroïdectomie, ça dépend si on envoie le malade opérer pour un nodule thyroïdien froid, quand on opère le malade, dès le départ, donc 2 jours, une fois que le malade il peut avaler, le deuxième jour, 100 gamma par jour, c'est-à-dire à donner des doses en plus progressivement en fonction de l'évolution. Donc 100 grammes, 100 gamma, c'est à l'aise. Donc elle ne peut pas donner d'effet secondaire. Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut demander uniquement une TSH en premier lieu pour puis compléter les examens? Tout à fait. Donc, quand on a, parce qu'on a un niveau socio-économique qui est bas, dans la littérature, on traite toujours. Si on est devant un tableau d'hypo, on demande TSH, FT4. Si on est devant le tableau d'hyperthyroïdie, on demande TSH, FT3. Mais puisqu'on est comme ça, donc on demande TSH. La TSH, si elle est perturbée, on redemande. Si on est devant une suspicion d'hypo, on demande FT4, les anticorps. Si on est devant une hyperthyroïdie, la FT3, c'est largement suffisant. D'accord, merci beaucoup. Alors, un mot sur l'hypothyroïdie néonatale. L'hypothyroïdie néonatale, ça dépend, les fonctions. L'hypothyroïdie néonatale, soit il a une agénésie thyroïdienne, c'est-à-dire il n'a pas de thyroïde du tout, soit le malade, elle était en hyperthyroïdie, et l'hormone qui est en excès passe la barrière placentaire et elle est responsable de l'hypothyroïdie infantile, soit la maman, elle est en hypothyroïdie et puisqu'elle est en souffrance, donc elle a collé l'hypothyroïdie à son enfant. Et surtout l'hypothyroïdie néonatale, il faut discuter les anomalies de l'hormonosynthèse. L'hormonosynthèse, quand il y a une anomalie enzymatique, le nouveau-né, il peut faire une hypothyroïdie par trouble de l'hormonosynthèse. D'accord, merci beaucoup. Un mot sur l'irathérapie. L'irathérapie, c'est un traitement métabolique par l'iode radioactif. On la traite en cas d'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, quand on a une contre-indication à la chirurgie, on envoie le malade pour prendre un comprimé d'iode. Donc, il remplace la chirurgie. Il va éradiquer la thyroïde. Donc, il va brûler la thyroïde. C'est comme la chirurgie. Donc, mais elle a des effets secondaires. Mais il faut que la dame, elle ne tombera pas enceinte. Elle fait un test de grossesse avant. Donc, elle va faire au moins l'éloignement de ses enfants pendant au moins une semaine. Donc, il y a des directives, il y a des effets secondaires. D'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi on aura un goitre en cas d'hypothyroïdie primaire, malgré que la thyroïde ne soit plus fonctionnelle, ne synthétise plus les hormones thyroïdiennes? Pourquoi on a un goitre en hypothyroïdie? Parce que j'ai dit, donc j'ai fait un tableau, l'hypothyroïdie c'est quoi? L'hypothyroïdie c'est la thyroïde qui n'est pas fonctionnelle, notre thyroïde qui n'est pas fonctionnelle. Et puis, donc quand on a une diminution de l'hormone thyroïdienne, parfait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, la TSH, elle va être augmentée. Et on sait bien que le goitre, il est très lié à l'augmentation de la TSH. Quand on a une augmentation de la TSH, on a une augmentation du volume thyroïdien. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment diagnostiquer une hypothyroïdie émotionnelle et quel est le traitement? Il n'y a pas d'hypothyroïdie émotionnelle. Il n'y a pas d'hypothyroïdie émotionnelle. Pourquoi Au contraire, l'hypothyroïdie, il est inerte, il est somnolent. Il n'y a pas du tout l'irritabilité ou la l'anxiété. D'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi on privilège la FT4 dans l'hypo et la FT3 dans l'hyper? Donc, c'est une bonne question. Pourquoi on privilège la FT4 dans l'hypothyroïdie? Parce que c'est quoi l'hypothyroïdie? L'hypothyroïdie, parce que j'ai dit, la fraction la plus active, c'est quoi? La fraction la plus active, c'est la FT3.
La FT3. Quand on a la FT3, elle est élevée, c'est la plus active. Dans l'hypothyroïdie, pourquoi on demande la FT4? Parce que dans l'hypothyroïdie, on va explorer les réserves. Ça, il a FT3, il n'y a plus. On va explorer les réserves. Est-ce que ce malade-là, il a touché à ses réserves ou pas? Si la FT4, elle est bousillée, elle est diminuée, ça veut dire qu'il a brûlé sa FT3, il a touché aux réserves. Donc, quand la FT4, elle est diminuée, ça veut dire une hypothyroïdie profonde. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment distinguer entre un goitre froid et un goitre chaud sur le plan paraclinique? Il n'y a pas un goitre froid, un goitre chaud. Nodule froid, nodule chaud. Donc, goitre froid, goitre chaud, il n'y a pas. Mais nodule froid, nodule chaud, oui. Nodule froid, c'est quoi? Ça veut dire au sein d'un goitre, il y a un nodule, mais ce nodule, il n'est pas fonctionnel. Quand on demande les bilans, la FT3, la FT4 normale, la TSH normale. Donc, il est froid. À la scintigraphie ou la scintigraphie, il est hypofixant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il ne fixe pas. Il est hypofixant. Tandis que le nodule chaud, donc ça veut dire le nodule, il est hyperfixant. Et quand on demande les hormones donnent un tableau d'hyperthyroïdie. Et là, c'est un nodule chaud toxique. D'accord, merci beaucoup. Alors, les glandes parathyroïdes sont placées où après la thyroïdectomie? Les parathyroïdes, donc ça dépend les intervenants, les chirurgiens, parce que normalement, un bon chirurgien qui est expérimenté sur le plan thyroïde, il enlève les parathyroïdes et les fixe à n'importe quel endroit. Le plus touché, le plus utilisé, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Il va enfoncer la parathyroïde au niveau de ce muscle, et il va être très à l'aise. Donc, les parathyroïdes, là où ils sont fixés, ils sont fonctionnels après la chirurgie. Mieux que les couper ou les bousiller. Merci beaucoup. Est-ce que le goitre d'Hashimoto est compressif? Est compressif? Ça dépend, non. La goitre d'Hashimoto, c'est quoi? C'est un goitre hétérogène en damier. C'est-à-dire, il y a multiples formations, mais ce n'est pas parfois des nodules bien définis, parfois ce n'est pas des nodules, c'est des hypofixations, ce n'est pas des tuméfaction, mais il n'est pas compressif. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'on traite un petit nodule isolé? C'est le carcinome anaplasique qui est compressif. Même il est mortel. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on traite un petit nodule isolé sans anomalie biologique et quel est le risque? Donc, dernièrement, dans les nouveautés, depuis les nouvelles recommandations de 2017-2018, on ne traite pas un nodule froid. Il faut le surveiller, c'est tout. Il n'y a pas de traitement des goitres. Pas un nodule, un goitre isolé. Un goitre isolé, on ne les traite pas. On ne les traite pas, on les surveille. Un goitre avec une hormonymie normale, il est considéré comme un goitre simple et ne nécessite pas un traitement. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci. Faut-il prendre le lévothyrox à une heure précise durant la journée? Oui, donc l'évothyrox, il est pris à jeun le matin avant le petit déjeuner, 30 minutes avant la prise du café. À jeun avec de l'eau et 30 minutes avant, le malade, il peut prendre son café. À jeun, même heure. Merci beaucoup. Un mot sur la thyroïdite d'Hashimoto. Thyroïdite d'Hashimoto, c'est des anticorps qui attaquent la thyroïde. Ils vont bousiller les thyroïocytes, ce qu'on a vu dans la physiologie. Ils vont décharger ce qui est maintenu dans les vésicules. Donc, ils vont décharger tout ce qui est en dedans. Donc, la thyroïdite d'Hashimoto, on a 3 phases. La première phase, c'est l'hyperthyroïdie parce qu'ils ont déchargé tout, les hormones thyroïdiennes, et les responsables d'une hyperthyroïdie qui est transitoire et passagère. Et par la suite, le malade, il va rester en euthyroïdie. Cette euthyroïdie, elle peut résister 1 mois comme elle peut résister 20 ans. Et puis après, donc à la fin, le malade, il va tomber en hypothyroïdie définitive dont il nécessite un traitement par la suite. Est-ce que la thyroïdite commence toujours par une phase d'hyperthyroïdie comme celle du cas de l'Hashimoto? Le cas de thyroïdite d'Hashimoto. Oui. Donc, elle commence par...
Elle commence par l'hyperthyroïdie, mais il y a des gens qui passent inaperçus de cette hyperthyroïdie. Parce que tellement elle est passagère et elle est rapide, le malade n'a pas aperçu cette période. Ce n'est que la phase d'hypothyroïdie que le malade consulte. D'accord. Et est-ce que c'est la même chose pour toutes les thyroïdites de n'importe quel type? Non. La thyroïdite, comme la thyroïdite de Dekervin, c'est une thyroïdite qui est fait le flambé dès le départ, parce que le malade, il a fait une infection virale ou une infection bactérienne. Le malade, il vient en hyperthyroïdie avec une tachycardie qui est supportable. Et le malade, il est sous surveillance. Des fois, on le met sous corticothérapie et elle donne de très bons résultats. Dans la thyroïdite d'Hashimoto, on traite uniquement si l'hyperthyroïdie elle est tolérée, on ne la traite pas parce qu'elle va retourner à l'euthyroïdie coûte que coûte, donc on la traite en phase d'hypothyroïdie. D'accord, merci beaucoup, docteur. Alors, s'il vous plaît, Nina, Célina, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Parce que ça a dit sorcier parce qu'il y avait un bruit. C'est pour ça que j'ai désactivé votre micro. Est-ce que le TRH réagit sur les hormones de croissance? Est-ce que la TRH? TRH. Non. Et il y a une action de la TRH sur la somatomédine, mais c'est une réaction transitoire. Ce qui agit sur l'hormone de croissance, c'est la GH. C'est la GH, l'hormone de croissance, qui agit sur cette action. Merci beaucoup. Alors, pourquoi pour la maladie d'Hashimoto, il y a une hyperthyroïdie transitoire au début? Donc, j'ai expliqué l'hyperthyroïdie dans la thyroïdie d'Hashimoto. Pourquoi? Parce que au début, donc, il y a la composante auto-immune. Cette composante auto-immune, c'est des anticorps. Les anticorps, ils vont attaquer les follicules, les thyrocytes, et ils vont décharger tout ce qui est en réserve. C'est-à-dire ces follicules-là, on a toujours une synthèse hormonale en réserve. Quand il y a l'anticorps qui va attaquer cette thyroïde, il va décharger ce qui était synthétisé auparavant. C'est pour ça qu'on a un cumul de hormones thyroïdiennes dans l'organisme et il est responsable de l'hyperthyroïdie. D'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi le traitement des étiologies auto-immunes de l'hypo-hyperthyroïdie se base sur un traitement substitutif et n'en essaye pas de régler ce problème immunitaire? Non, parce que donc, la thyroïdite, c'est comme j'ai dit, les anticorps, quand ils attaquent les thyrocytes, ça y est, c'est bousillé. Donc, même si on traite, parce que c'est des lymphocytes T qui sont atteintes dans la thyroïdite, mais ce qui nous gêne ici, ça y est, la thyroïde, elle est bousillée et on est en phase d'hypothyroïdie. Il faut traiter l'hypothyroïdie. On ne va pas améliorer les cellules, ça y est. Donc, sont irréversibles, même si on améliore. Du coup, donc on peut traiter par la corticothérapie, mais c'est une corticothérapie transitoire. Mais le traitement idéal de la thyroïdite en phase d'hypothyroïdie, c'est le traitement hormonal substitutif. D'accord, docteur, merci beaucoup. Alors, le conditionnaire devant une TSH normale avec les 3 T4 perturbés, tableau clinique d'hyperthyroïdie. Attendez. Tableau clinique d'hyperthyroïdie. Oui. TSH normal. FT4, FT3, comment? T3, T4 perturbé. Perturbé dans quel sens? On traite en fonction de ça. Hyperthyroïdie, voilà. On traite en fonction de ça. Oui. FT3, FT4, comment elles sont? Elle n'a pas mentionné, donc... Perturbé, qui dit perturbé? Regardez. Pardon, docteur? Oui. T3, T4 augmenté. T3, T4 augmenté et une TSH normale. Oui. C'est ça. Une TSH normale. Donc, normalement, il faut attendre parce que le tableau, comment il est? Le tableau d'hyperthyroïdie. Ça veut dire une amaigrissement avec une tachycardie et tout. Là, on traite. On traite par les hormones antithyroïdiennes de synthèse. Ok, merci, docteur. Alors, en cas de maladie de Besdow, est-ce qu'il y a une guérison totale après traitement? La majorité des temps. Donc si le malade, il est bien traité, il est bien suivi, mais les rémissions nous gênent. Il y a beaucoup de rémissions. Pourquoi? Parce que donc, la maladie de Besdow, elle est en relation avec les émotions.
Donc, quand on a le malade, il est stressé, il est anxieux, il y a deux facteurs environnementaux qui ne sont pas, donc les rechutes sont très importantes. Donc, la guérison, elle est là, mais les rechutes, elles sont. Surtout pour les étudiants. On a pas mal d'étudiants qui font des maladies de base d'eau. Les rechutes sont très, très, très fréquentes. D'accord, merci beaucoup. Alors, pourquoi on donne des bêta-bloquants en cas d'hypothyroïdie alors que le rythme cardiaque est ralenti? Les bêta-bloquants, on les donne parce que donc il y a une composante émotionnelle. Donc, les bêta-bloquants sont utilisés beaucoup plus dans l'hyperthyroïdie, pas dans l'hypothyroïdie. Les bêta-bloquants sont très minimes dans la prescription médicamenteuse de l'hypothyroïdie, mais ils trouvent leur place dans l'hyperthyroïdie. Pourquoi ils trouvent leur place dans l'hyperthyroïdie? Parce qu'ils vont exagérer la transformation de T4 en T3, qui est le plus actif. Donc, ils vont diminuer cette transformation. Ils vont bloquer cette transformation de T4 en T3. Et puis, ils ont une action sur la tachycardie. C'est pour ça qu'ils sont utilisés dans l'hyperthyroïdie. Ah, merci beaucoup, docteur. Alors, pourquoi je n'arrive pas à lire les questions parce que donc, est-ce que vous pouvez répéter vos questions, s'il vous plaît? Par quel mécanisme? Oui, D'accord, pardon. Pour le myxodème, pourquoi il est absent en cas d'hypothyroïdie centrale, genre secondaire? Le myxodème, on le trouve uniquement dans la maladie de base d'eau, pas dans l'hypothyroïdie. Dans la maladie de base d'eau, dans l'hyperthyroïdie par origine auto-immune. Parce que la composante auto-immune dans la maladie de base d'eau, elle est très, très fréquente. Et il y avait dans les planches d'hypothyroïdie qu'on a un myxodème et ça donne la macroglossie. Non, ce n'est pas la même chose. Le myxodème de l'hypothyroïdie, c'est l'infiltration du corps. C'est-à-dire, tout le corps, il est infiltré et on a une obésité. On dirait un ballon, un bouée. Donc, tellement c'est infiltré, au niveau cutané, au niveau muqueuse, on dit myxodème. Tandis que le myxodème dans l'hyperthyroïdie, c'est le myxodème prétibial, uniquement au niveau du tibia. C'est pas pareil. Le myxodème de l'hypothyroïdie, c'est un trauma. C'est-à-dire le stade ultime, quand l'hypothyroïdie n'est pas traitée à temps, on a un myxodème. C'est une infiltration globale du corps. D'accord, merci. Docteur, Oui, Oui. est-ce qu'on fait une FNS de façon régulière pour voir l'effet secondaire majeur de néomercazole et la granulocitose? Donc, les effets secondaires de néomercazole, on a la granulocitose. Mais toujours, quand on traite le malade, on demande une formule avant le traitement. Si les globules blancs ils sont normaux, donc on a le droit de traiter le malade par le néomercazole. S'ils sont diminués, on n'a pas le droit. Mais même si la normalisation de la formule, on donne le produit 15 jours après, on redemande une formule et un mois après, on redemande une formule. Quand on a une diminution une leucopénie, il faut arrêter le traitement. Au-delà de 2000. Merci, docteur. Alors, merci beaucoup. Alors, normalement, c'est des questions où on a répondu. Pourquoi on donne toujours une contraception pour l'hyperthyroïdie? Donc, c'est une bonne question. Pourquoi on donne la contraception dans le cas d'hyperthyroïdie? En cas d'hyperthyroïdie, on a les anticorps antirécepteurs de TSH, de TSI. Donc, les anticorps, ils passent la barrière placentaire. Donc, ils vont faire les tracts, ce qu'on appelle les tracts. Quand ils passent la barrière placentaire, donc ils sont responsables de goitre, soit de maladie de base d'eau, soit une hyperthyroïdie carrément, soit une hypothyroïdie pour l'enfant. Pour éviter tout problème thyroïdien en cas d'hyperthyroïdie, il vaut mieux donner une contraception avant le traitement. Donc, c'est-à-dire, quand le malade il est traité pour hyperthyroïdie, il va être laissé la patiente sous contraception jusqu'à la rémission totale, pour ne pas avoir des dégâts chez le nouveau-né.
D'accord, merci beaucoup. Alors, comment on peut expliquer des signes d'hyperthyroïdie au moment du stress avec un taux de TSH normal en dehors du stress? C'est un diagnostic différentiel. C'est un diagnostic différentiel de l'hyperthyroïdie parce que c'est une décharge de la dopamine, de la noradrénaline quand on est énervé. Donc, c'est une décharge des catécholamines. Et les catécholamines, ils font le même tableau clinique de l'hyperthyroïdie. Donc, il faut écarter une émotion avant de donner le diagnostic de l'hyperthyroïdie. Sinon, on va avoir un diagnostic erroné, on traite malade à travers. Si les hormones thyroïdiennes sont normaux, malgré le tableau typique de l'hyperthyroïdie, il faut laisser le patient tranquille. Il ne faut pas traiter. On traite sur la base biologique. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour le lévothyrox, c'est pris à quelle heure en Ramadan? Au mois de Ramadan, ça, c'est un problème important. Donc, la majorité des temps, donc, ils traînent au moment de soir. Parce que s'ils traînent avant le repas, quand des malades les font avant le maghreb, ils se 30 minutes à c'est pas logique. Donc, ils traitent parce que la majorité des malades, ils ne prennent pas le soir. Donc, le matin, avant quand ils veulent dormir, ils dorment. Parce qu'un mois, c'est pas étonnant. Donc, un mois, quand il dit avant le ftor, 30 minutes à il ftar, ou des fois, les malades, ils prennent au moment du soir. D'accord. Alors là, je crois que c'est une question. Le mécanisme d'exophtalmie et la rétraction palpébrale, s'il vous plaît. Donc, l'exophtalmie, donc dans la maladie de Basedow, c'est une maladie auto-immune. Les mêmes anticorps, ils frappent les yeux, donc le globe oculaire. Donc, les lymphocytes T, ils ont une action sur le globe oculaire, donc ils sont responsables de la protrusion oculaire. Mais la rétraction palpébrale, elle rentre dans le cadre des nerfs sympathiques bulbaires. Donc, c'est la rétraction, elle rentre dans la thyrotoxicose, mais l'exophtalmie, c'est les lymphocytes qui peuvent attaquer les muscles ophtalmologiques de l'œil. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on diminue toujours la posologie de lévothyrox chez la femme enceinte avec TSH régulier? La femme enceinte, j'ai dit tout à l'heure, la femme enceinte, on utilise la surveillance adéquate de la TSH et de la fraction libre. S'il y a une perturbation, il faut réajuster une thérapeutique. S'il y a l'amélioration, parce que la TSH de la femme enceinte, ce n'est pas comme la TSH de l'adulte normal. La TSH, elle ne peut pas dépasser les 2,5 microgrammes. Si elle dépasse les 2,5 microgrammes, on a le droit d'ajouter le traitement jusqu'à l'amélioration. D'accord, je crois une dernière question. Un mot sur l'allaitement et le traitement thyroïdien. Heureusement, c'est une bonne question parce qu'on trouve d'énormes problèmes dans notre pratique courante. La thyroxine, le lévothyrox, il ne passe pas la barrière placentaire. En aucun cas, on n'arrête pas le thyrox en cas d'allaitement. C'est ça le problème qui arrive à nos malades. Donc, ils arrêtent l'allaitement parce qu'ils sont en hypothyroïdie, ils sont traités. Le lévothyrox, il ne passe pas la barrière placentaire et les malades peuvent allaiter leurs enfants aussi normal que possible. D'accord, merci beaucoup. Normalement, c'est tout. Normalement, il n'y a plus de questions. Alors, une dernière, je crois. La contraception est indiquée chez la femme avec hyperthyroïdie auto-immune ou là pour toutes les hyperthyroïdies? Pour toutes les hyperthyroïdies. Pour toutes les hyperthyroïdies. Quelle que soit l'étiologie. D'accord. Normalement, c'est tout. On vous remercie énormément, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur Talha. C'était une présentation agréable, comme d'habitude. Merci. On vous remercie. Merci. Bonne réussite à vous. Je l'espère pour vous qu'il y aura une bonne amélioration. Inch'Allah, merci beaucoup. Et vous êtes les bienvenus le live Ashia avec monsieur Yasmine Khadra si vous voulez nous rejoindre. Marhaba bikoum. Yasmine Khadra, c'est quoi? C'est un écrivain. C'est un bon romancier. C'est un live sur Instagram, sur Facebook, où là, on vous envoie le code plus tard, docteur, si vous voulez assister avec nous. Bien sûr, m'envoyer pour voir. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Bonne réussite. Merci beaucoup à vous, docteur.